C'est parti pour ce nouveau numéro spécial d'Analyse 24. Bienvenue à tous. Sur ce plateau, je retrouve une fois de plus Monsieur Fiyou Ndondoboni, qui est un habitué de ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. S'il faut vous présenter de manière la plus détaillée, Monsieur Fiyou Ndondoboni est architecte professionnel, diplômé d'architecture, master en transformation sociale de l'UPC, troisième cycle, plusieurs formations sur le leadership. Il a beaucoup d'expérience. Il est consultant au projet Banque mondiale, cadre de direction groupe Barty, RTL. Il a eu un budget colossal qu'il a géré là-bas. Général manager de son propre cabinet. Sur le plan politique, Fiyou Ndondoboni est président national du parti Orange, membre du comité stratégique de la dynamique de l'opposition, déjà Genval, membre du conseil des sages rassemblement de l'opposition LLIMT, initiateur de la réconciliante de l'opposition. Là, c'était pour cette démarche pour retrouver la candidature commune de l'opposition. Il était initiateur de la candidature commune de l'opposition. Sur le plan divers, il a plusieurs autres formations à son actif. Il a exercé pendant plus de 20 ans comme président des jeunes au centre communauté baptiste du fleuve Congo, où il a géré plus de 700 000 jeunes. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous serons totalement focalisés sur le discours du chef de l'État sur ces 100 jours d'urgence. C'est un programme très alléchant, mais déjà, les gens montent au créneau. D'abord, la première question, c'est de savoir pourquoi le choix de ce cadre, la place échangeur. Non, je pense que le chef de l'État veut demeurer communier avec la population. Évidemment, vous comprenez les changements. Quand on s'engage dans un changement, on s'engage également dans un dynamisme qui puisse faire à ce qu'on soit toujours en contact avec la base. Et vous comprenez que le programme tel qu'il voulait le présenter, il fallait absolument que ça puisse bénéficier de l'accompagnement de la population. Et voilà pourquoi à la fin même de son discours, il a demandé à la population qu'il fasse de ce programme sien. Et c'est ce qui justifie, vous savez, un carrefour c'est à l'échangeur, l'échangeur c'est un carrefour c'est un lieu d'échange, un lieu de discussion, un lieu de partage. Il a voulu justement partager sa vision dans ce carrefour qui est le lieu par excellence avec lequel il pourra communier avec la population. Donc, il a voulu changer le cadre, sortir d'un monde classique pour aller vers le monde qui a exactement besoin de ce programme, qui est la population. Mais l'ironie du sort, c'est quand il y a eu des bêtises, beaucoup d'abus, il y a eu des autorités qui ont été insultées copieusement par la population, certaines personnes même sur les réseaux sociaux, on est en train de voir qu'il y a même le Premier ministre Bruno Tshibala qui aurait demandé, je parle au conditionnel, au président de la République démissionnaire pour n'avoir rien fait pendant que les autorités étaient en train d'être insultées. Non, non, insulter, la population n'a fait qu'exprimer ce qui est au plus profond d'elle. Il est vrai, il y a un grand travail à faire sur le changement des mentalités parce que le leadership actuel, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Antoine Félix Tshisekedi, il a justement cette vision dans les cas des changements des mentalités. Mais du moins, la population n'a fait qu'exprimer ce qui est au plus profond de son cœur. On ne peut pas changer une situation si on n'est pas totalement informé de ce qui est au plus profond de la personne. Nous avons identifié le problème et évidemment, ça fait également une leçon pour l'ensemble, le reste de responsables, qu'ils comprennent que la population n'est pas si bête que ça. Quand on fait quelque chose et tout le monde voit, et la population garde des pensées positives ou négatives vis-à-vis des actions que nous sommes en train de mener. Mais c'est un point qui est pris en compte pour ce travail de changement de mentalité. C'est aussi une interpellation pour les gestionnaires qui comprennent que la population n'est pas si bête que ça. Alors que diriez-vous de ceux-là qui pensent que c'était un cadre choisi pour régler les comptes avec les autorités qui ont géré avant? Vous savez, quand on a une vision, on devrait mettre en place une stratégie communicationnelle et réfléchir aussi sur les cadres appropriés pour transmettre sa vision. Alors, à mon humble avis, je pense que le cadre était celui-là. Étant donné que le chef de l'État avait la vision de communiquer avec son peuple, de partager sa vision, il a choisi un carrefour. Un carrefour, c'est le lieu par excellence. Il y a rencontre, il y a échange, il y a discussion. Et l'échangeur avait bel et bien sa raison d'être... 72 heures après, la CENCO est montée au créneau pour demander aux nouveaux dirigeants, déjà tout en prenant acte de l'élection de Félix Tshisekedi, la CENCO est montée au créneau pour demander aux nouveaux gouvernants de se débarrasser des antivaleurs de l'ancien régime. À votre avis, est-ce qu'il y a eu aussi des antivaleurs de l'ancien régime?
Bâtir un état de droit comme vision veut dire tout simplement, veut dire également tout ce qui est médiocrité, tout ce qui est élément non positif, c'est-à-dire élément négatif, le mettre à côté. Évidemment, l'Église, dans sa vision prophétique, également en tant que conservateur de valeurs morales, l'Église ne peut que faire cet appel-là. Et le leadership du chef de l'État travaille également dans ce sens-là, parce que lui-même, dans sa campagne, il a dit, il était main propre, Maboko Pembe. Maboko Pembe, c'est des slogans. Cela veut tout simplement dire que dans la suite, pour qu'il y ait efficacité d'action, il faudra qu'il garantisse également cette transparence, cette dimension des Maboko Pembe. Et il est en train d'implémenter son leadership. Ce leadership va s'implémenter pour que le Congo décolle. Et pour que le Congo décolle, il faudra aller avec des personnes qui bénéficient d'une perception positive de la population. Et il est en train de travailler justement dans ce sens-là. Et nous avons foi, nous avons confiance qu'il va implémenter son leadership avec cette catégorie de personnes de manière à ce que le Congo change effectivement. Parce que je ne vois pas comment une personne qui a été dans la gestion du pays pendant 5, 10, 20 ans, sans pour autant faire quelque chose de concret et qu'elle se batte pour revenir absolument travailler dans les contextes du système actuel et qu'il changerait. J'ai doute fort qu'on laisse l'occasion à d'autres Congolais qui ont la capacité, qui ont l'expérience, qui ont eu la possibilité de travailler dans le multinational, dans les entreprises, dans ceci ou cela, pas peut-être s'afficher totalement dans la dimension politique, qu'on le laisse sous un coaching d'un nouveau leadership pour qu'on voie ce que ça va donner. Parce que il ne faudra pas qu'on soit dans une situation telle que la mauvaise influence du passé commence à tirer vers le bas une nouvelle impulsion qui va s'engager pour le pays. Félix Tshisekedi au pouvoir, Fiyundo Ndoboni, c'est la victoire de l'opposition. Vous avez milité longtemps pour la candidature commune de l'opposition. Vous avez voulu qu'il y ait l'alternance à tout prix. L'alternance a été consommée. Dites-nous également, tout à l'heure, vous évoquez le problème des Maboko Pembe. On a vu même des militants de l'UDPS avec des gants le jour de l'investiture du président de la République. Vous voulez insinuer quoi, Maboko Pembe? Non, c'est-à-dire le profil du chef de l'État est propre. C'est-à-dire il ne se retrouve pas trempé dans des situations de mégestion ou de complicité dans tel ou tel autre domaine. C'est pourquoi il a dit tout haut, mais propre. Il est même là le main propre. Et nous n'avons pas entendu quelqu'un venir avec un discours contraire, parce qu'effectivement de ça. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire une telle déclaration. Dans cette ville, on le connaît. À l'instant où il le fait, il va avoir toute une marche pour dire que c'est pas vrai ce que tu fais, ce que tu dis. Mais pour le président Félix, il a dit pendant toute sa durée de campagne et jusqu'aujourd'hui, personne n'a dit un discours contraire. C'est important, pourquoi? Parce que quand on veut implémenter une nouveauté, un nouveau leadership, quand on veut présenter à la population une nouvelle vision, il faudra que cette population puisse faire confiance à ce leadership qui se présente. Et il fallait avoir des éléments, des arguments solides auprès de cette population pour le dire. Donc, nous pensons avec certitude que le chef de l'État, effectivement, est dans cette dimension-là. Avant d'aborder le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi, on va d'abord voir les actes qu'il a posés depuis qu'il est aux affaires depuis le 24 janvier de cette année. À son actif, le chef de l'État fait un tour dans la région. Il remet au Trésor public 163 300 $ américains. Réagissez. Il n'était pas obligé, en principe, mais il l'a fait parce que, vous savez, le Congo actuellement est en manque de repères et en manque de modèles. Il y a certains actes qu'on pose pour montrer les modèles à la population que l'on gère ou au groupe de personnes sur qui on exerce son leadership. Il devait poser cet acte pour qu'il donne une leçon. C'est-à-dire cet enfant qui est envoyé par sa mère au marché faire les achats, quand il a fait les achats et qu'il y a un reste, il doit rentrer chez sa maman pour lui dire « Maman, voilà ce qui est resté ». C'est monsieur qui est dans une entreprise, quand on lui donne le budget d'un projet, il exécute et qu'il a réussi à faire un saving dans ses projets, cet argent, il peut dire, ça peut servir à autre chose. En fait, c'est cette leçon-là qu'il a voulu communiquer en tant que leader pour que tout le monde comprenne, si nous faisons les choses de cette manière, on pourra correctement bâtir notre nation. Et nous avons salué cet acte. Et en principe, il n'était pas obligé de le faire. Parce que le décaissement qui a été fait par les trésors publics, il n'y a pas un retour. C'était son argent à lui. Mais
en tant que stratège, en tant que leader, en tant que communicateur, voulant servir d'exemple, de modèle pour toute une génération qui aujourd'hui n'a pas de repère, n'a pas de référence, il fallait que cet acte soit posé. Et maintenant, les enfants, les jeunes gens se disent, si on m'envoie, il faut que je rende. Parce que le chef de l'État a servi d'exemple et de modèle. Et quand on envoie quelqu'un, on lui donne un montant au départ. Hein. Le chef de l'État n'a pas dit combien il avait reçu avant de partir. Hein. Bon, et il n'a pas expliqué les dépenses effectuées. Ça, c'est un autre débat. Oui. C'est un autre débat. Je pense qu'il n'y a pas à justifier ou à dire qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas réussi. Ça, c'est un autre débat. C'est pour un peu vouloir rentrer en détail. C'est comme si on fait un débat autour de ce qui s'est passé entre Adam et Ève au jardin d'Éden. Le fruit qu'ils avaient mangé, c'était la mangue ou c'était l'orange. Le fait, c'est qu'il y a un fruit qui a été mangé, il y a une désobéissance. Savoir orange ou mangue, c'est pas ce qui est important. Mais le fait, ici, le chef de l'État a posé un acte. Savoir combien il a réussi, combien il a dépensé, c'est pas important. Mais l'acte positif a été posé et nous saluons l'acte. Vous saluez l'acte. Il nous propose un programme d'urgence de 100 jours, un programme ambitieux. Dans les 100 jours, il va voir la sécurité, les infrastructures, le social, santé. Pensez-vous qu'il sera à la hauteur? Effectivement, c'est un programme ambitieux. Oui. Un programme ambitieux parce que le Congo est grand. Et la grandeur du Congo exige à chaque acteur politique de la grandeur, de la hauteur, à la dimension du Congo. On ne peut pas avoir de petites ambitions en face ou sous le leadership d'un grand Congo. Et ces ambitions que l'on doit ne devaient être que proportionnelles à la grandeur du Congo. Ce sont les petits esprits qui peuvent se dire que ces projets ne devraient pas être projetés de cette manière, excuse-moi la tautologie. Donc, un programme ambitieux, effectivement, mais qui était obligé de s'imposer, qui est obligé de s'imposer. Le Congo est totalement malade. Il a hérité un Congo totalement malade. Alors, le Congo est en soins intensifs. Il est vrai, après les soins intensifs, la personne qui est hospitalisée peut aller en hospitalisation dans une chambre, mais dans les soins intensifs, c'est un traitement suivi, rapproché, de manière à ce que la lueur d'espoir revienne et que la santé aille se stabiliser dans la chambre. Et dans les 100 jours? Alors, les 100 jours sont les soins intensifs, l'urgence du Congo. Il faudra que l'ensemble du Congolais puisse se dire « je peux croire en ces leaderships ». Ils s'engagent parce que le problème du Congo est tellement complexe. Par moments, on ne sait pas par où commencer. Mais il a fait une synthèse pour présenter une situation qui ramasse pratiquement l'ensemble de la République en tenant compte des secteurs clés de manière à ce que l'ensemble de la population puisse s'engager sous son leadership et bâtir des projets à moyen et long terme. Et ça, c'est hyper important. Parce que si, dans un projet, tu n'arrives pas, dans une vision, tu n'arrives pas à influencer, à convaincre les ressources humaines qui aujourd'hui est la population, la matérialisation va être difficile. Voilà pourquoi il a identifié les secteurs clés. Dans l'introduction de son discours, il parle de secteurs des... On ne peut pas parler d'un développement sans infrastructure. Impossible. On ne peut pas parler d'un développement sans sécurité. On ne peut pas parler de développement sans économie, sans social. On ne peut pas parler de développement sans la jeunesse. Et on ne peut pas parler de développement sans tout ce qu'il a cité. Et c'est le socle de tout. Donc, les 6 éléments présentés constituent donc le socle mis ensemble qui va booster le développement du Congo. Et aujourd'hui, avec toutes les études faites, vous allez vous rendre compte que la circulation va être aisée. Les produits, par exemple, qui étaient, la production qui était faite au niveau de Bandundu ou tel autre coin du pays, pourra facilement atteindre Kinshasa au lieu que ça pourrisse quelque part dans un temps record. Et l'impact direct va être sur le coût. L'impact direct va être la fluidité, la réduction du coût, et la réduction du temps, et ce qui va faire que les choses vont s'améliorer. Donc, nous considérons au sens actuel, le chef de l'État, en tant que visionnaire, a pris un risque. Les changements, pour le faire, il faut prendre le risque. Si on ne prend pas le risque, on n'apportera jamais les changements. Parce que les changements, c'est un monde inconnu. C'est un monde que personne ne maîtrise. Mais ceux qui ne sont pas prêts à prendre le risque, c'est ceux qui deviennent des pessimistes. Mais
dans la difficulté, au lieu que le chef de l'État voie la difficulté, il a considéré beaucoup plus cette difficulté comme une opportunité pour bâtir une lueur d'espoir à tout un peuple qui a besoin de rebâtir sa nation. Et nous croyons que ce programme, comme il a dit à la fin, si l'ensemble de la population, il a appelé l'ensemble de la population, c'est-à-dire nous tous, de nous approprier, de faire de ces programmes nôtres, de manière à ce que sa matérialisation soit efficace. Il y a un secteur encore important dans ce secteur, le coût. 304 millions de dollars. Vous comprenez que les coûts qui sont là, je suis architecte, vous l'avez si bien dit, oui. Les coûts qui sont présentés par rapport aux réhabilitations, oui, oui. Les différentes routes de réhabilitation, les différents éléments, prenons seulement l'exemple des routes, les coûts est moins de 200 000 $ les kilomètres pour une route ordinaire normale. Et pourtant, on nous a habitués ici à des coûts qui variaient entre 1 million et 10 millions de dollars. Alors qui dit mieux? C'est ça justement, entre 1 million et 10 millions de dollars les kilomètres. Les boulevards ici, évidemment, il y a plusieurs bandes. La route a beaucoup plus de... Le boulevard, on avait agrandi et puis on avait il y a plusieurs bandes. Oui. Mais ça ne justifie pas le coût qui a été mis en place pour réhabiliter, remettre en état ces boulevards-là. L'ensemble de ces programmes fait une consommation à peine de 300 millions de dollars. Et pourtant, les dépenses de 300 millions de dollars dans ce pays ont été des dépenses affectées à des futilités. Mais ici, on voit un 300 millions de dollars investis dans le domaine de relance des activités qui va redonner l'espoir à tout un peuple. Et ça, c'est la dimension particulière de ces programmes. Il y a une autre dimension, parce que le chef de l'État se rend compte, s'il doit entrer dans la procédure de passation des marchés, parce qu'en fait, la passation de marché peut facilement en elle-même... Et il n'y aura pas de commission comme autrefois avant de faire la passation de marché. 30 jours à 60, 1 à 2 mois. Rien que la procédure de passation des marchés. Alors pour bypasser, il s'engage à utiliser les services de l'État, l'OVD, l'Office des routes. Pourquoi? Parce que ces structures-là sont censées être au service de l'État et régler ces problèmes. Et ces structures, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais été fonctionnelles. Tout simplement, l'État a tellement de dettes vis-à-vis de ces structures. Et c'est aussi une possibilité que le chef de l'État a mise en place pour relancer le fonctionnement, justement, de ces différentes structures de l'État, qui sont OVD et l'Office des routes, qui ont la responsabilité, la mission, justement, l'OVD, c'est-à-dire faire les routes au niveau des villes, et l'Office des routes, faire les routes dans la jonction des différentes villes. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est aussi un autre aspect. Relancer les entreprises de l'État en demandant à ce que ces entreprises puissent eux-mêmes faire ce travail. L'impact direct, la réduction du coût. La source de financement. Et dans le projet tel qu'il est présenté, il y a 3 sources. Il y a le gouvernement de la République, il y a FONER, il y a le FPI. Vous comprenez? Alors, toutes ces structures-là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu quand est-ce que FPI ou FONER, l'argent qu'ils utilisent, qu'ils perçoivent, on n'a jamais vu comment ils utilisent pour l'intérêt de l'État. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans ces projets, qui est clairement présenté, parce que d'une manière générale, les projets, il y a le paramètre coût, qualité et délai, l'ensemble tel que présenté tient compte de ces différents paramètres, et les projets étant atteignables, et étalés dans les temps, tout ça, et la source de financement identifiée, et ça nous permet d'avoir un projet efficace qui permettra à ce que la population soit satisfaite, voie quand même dans les 100 jours, il y a possibilité de croire pour bâtir un nouveau Congo. Et là, le gouvernement prend le coup à la hauteur de 66, 60, 70% plus ou moins, FPI autour de 9%, FPI autour de 23% et FONER autour de 6-9%. Vous comprenez? C'est déjà quelque chose qu'il faut consolider pour bâtir les grands Congos. On sent que le Congo est en train de se lever et ça devra être ainsi. Et là, sur le plan infrastructure, on parle aussi sur le plan sécuritaire. Il a parlé également aussi des Yumbi de l'Est du Congo où il y a certains problèmes. Pas plus longtemps qu'hier sur la télévision TV5 Monde, on a suivi qu'il y avait même des enlèvements toujours à répétition. Comment y parvenir?
le chef de l'État, il a présenté les choses donnant l'impression d'une manière simpliste, mais qui sont de la manière dont il a présenté très profonde. Il y a la dimension, il a privilégié la dimension de l'harmonisation interne, c'est-à-dire rencontre interne. Par exemple, à Yumbi, on a parlé déjà d'une tripartite HCR, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Exactement. Et puis là, on a annoncé même la nomination de nouveaux administrateurs du territoire. Et il n'y a pas que ça, il y a même le génie militaire qui va s'y rendre pour apprêter. Oui. Et il a même dépêché les conseils spéciaux, et j'étais présent dans cette réunion où il y a une discussion directe de 11h à 16h autour de cette question, comment trouver des solutions pour le problème de Yumbi. C'est pour dire qu'il y a une préoccupation particulière par rapport à la sécurité de notre nation. Alors, je porte un regard caché de ce qui a été écrit. Allez-y. Ce regard, justement, c'est la dimension de la force interne. Vous allez vous rendre compte à la démarche du chef de l'État. Il favorise l'échange interne. Pourquoi? Parce que cet échange permet d'être une force en interne. On ne peut pas gagner, on ne peut pas surmonter une situation si en interne, on n'est pas fort. Et voilà pourquoi dans sa démarche, par exemple à l'Est, il fait allusion à un cadre d'échange, de concertation, les notables, le pays, les autorités et tout consort, pour qu'ils identifient le vrai problème, quand tout le monde parlera le même langage et que comprendra c'est qui l'adversaire, c'est qui la personne qui nous fragilise, et tout le monde va fragiliser cet adversaire-là. Et ça, c'est une démarche hyper intelligente. Hyper intelligente. Pour Yumbi, c'est la même chose. Le chef de l'État a instruit qu'il y ait échange avec les notables. Parce que vous savez, à Yumbi, il y a deux communautés qui vivent, les Banounou Bobangi et les Tende. Et c'est ces deux communautés qui vivent. Évidemment, la réalité de Yumbi, ce n'est pas vraiment la bataille entre deux communautés. Il y a eu d'autres influences qui se sont dégagées. Je n'aimerais pas entrer en détail là-dessus. Mais du moins, dans sa vision, le chef de l'État tient absolument qu'il y ait cette concertation interne, qu'il fasse une force. S'il y a des personnes qui veulent travailler dans le sens de nuire aux intérêts de la population, ces personnes soient vues au grand jour, qu'ils soient identifiées et mises à côté parce que c'est un état de droit qui veut se bâtir. Et ça, nous saluons cette façon de voir les choses. Parce qu'il n'y a pas que la dimension militaire, il n'y a pas que la dimension diplomatique, mais il y a également une dimension interne. Parce que si vous êtes divisé déjà en interne, vous ne serez pas fort vis-à-vis de l'adversité. Et voilà pourquoi, le jour de son investiture, il a parlé justement de l'unité du Congo, l'harmonie du Congo, la réconciliation nationale. Parce que c'est dans la réconciliation nationale, quand tout le monde parlera le même langage, dans l'essence de l'intérêt du Congolais, nous allons bâtir un grand Congo. Et c'est ça la préoccupation du chef de l'État. Un petit mot sur le social. Le chef de l'État a promis revoir la baisse du coût de la vie, sur la baisse aussi des denrées des premières nécessités. Comment ils vont faire? Parce que déjà, il y a des gens qui ont des stocks suffisants de ce qu'ils ont comme marchandises. Aujourd'hui, on promet déjà revoir la baisse le prix. Il va y parvenir comment? Non, il y a des choses, il y a un impact direct. Je dis tout à l'heure... Parce que Bukangolos n'existe plus pratiquement, et aussi on parle de service national. Il faudra peut-être qu'on inonde le marché avec les produits de première nécessité pour lutter contre la baisse du prix. Nous autres qui allons à l'intérieur, vous allez vous rendre compte comment est-ce que la production locale du pays pourrie, de la production pourrie comme ça. Et c'est ça la question même. C'est quoi la production du pays pour qu'aujourd'hui on lutte contre la hausse exagérée des produits de première nécessité? Laissez-moi terminer ma réflexion. Ça, c'est d'une part la production locale, et de deux, le découragement des communautés locales. Tout simplement, une communauté qui a produit 100 tonnes telle saison, elle n'en vend que 20, et le 80 tonnes abîmées. La prochaine saison, cette communauté ne va produire que 20 tonnes. Parce qu'elle ne va pas prendre le risque de perdre encore les 80 tonnes qu'il avait produit la fois passée. Vous comprenez? Alors, une grande raison de perte de ces différentes positions, c'est justement dans la dimension d'évacuation de ces produits. Alors, le chef de l'État a compris. Voilà justement le programme d'urgence. Ouvrir les accès. Ouvrir les accès
pour que déjà en interne, on ouvre les accès sans produire, M. Fillon. Non, s'il vous plaît, il y a des actions qu'on fait à court, moyen, long terme. On ouvre déjà les accès. C'est-à-dire la maman qui a produit ces 2 sacs de manioc. Une maman qui a ces 2 sacs de manioc, un camion pourra prendre les 2 sacs de manioc et ravitailler à Kinshasa. Les transports, ça ne sera pas un coût important. S'ils sont 200 mamans, ça fait 400 sacs qui vont arriver. Étant donné que les charges pour que ça arrive ne vont pas être si importants, et l'impact direct à l'arrivée, le produit va avoir un coût beaucoup plus bas. Ça, c'est d'une part. Ce n'est qu'un élément que je vous présente. D'autres éléments, il y a des décisions politiques, il y a des décisions politiques qui sont en cours, qui vont être prises, de manière à ce que puisse avoir un impact direct par rapport au prix. Tous ces paramètres vont être pris en compte, c'est-à-dire ceux qui ont importé, ceux qui ont déjà leur produit local ici. Il y a des décisions politiques qui vont être prises de manière à ce que l'impact direct sur le prix puisse être là pour l'intérêt de notre peuple. Voilà, mais on voit s'il y a un problème. Maintenant, c'est le problème par rapport à la justice aussi. Le chef de l'État a dit qu'il voudrait bien avoir des personnes honnêtes, aux valeurs morales irréprochables. Mais ça dit tout. C'est un grand travail, ça. Oui, ça dit tout. Mais aujourd'hui, il faut faire parce qu'il faudra revoir l'homme. Oui, le grand défi à relever ici, c'est un problème d'homme au Congo. C'est un problème d'homme. Pour que cet homme change, ça va de pair avec la pauvreté. Vous comprenez? Il y a certaines antivaleurs qui s'installent tout simplement parce que le niveau de la pauvreté est tel que les gens se permettent de faire certaines choses. Donc cela va aller de pair. Il y a un grand travail de changement de mentalité. Il y a un grand travail d'intégrité à faire sur l'homme. Parce qu'on a l'impression que à un certain milieu, à un certain niveau, les gens n'ont plus de cœur. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux, ça lui dit absolument rien. Et pourtant, le service, il y a des choses qui se font quand quelqu'un est bien éduqué, a des bonnes valeurs, qui sont des services naturels, qui ne demandent même pas une contrepartie. Il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens dans la ville de Kinshasa, ils voient un aîné pour se lever et demandent à ce que non, vieux avant, n'appelle sur place, donne-moi quelque chose. Non, ça ne demande pas un paiement. C'est tout simplement des valeurs qu'il faut avoir. Et c'est un grand travail à faire. Et pensez-vous dans les 100 jours, dans les 100 jours. Non, ça c'est un travail étalé. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis un accent sur la jeunesse. Il va investir sur la jeunesse. À part la dimension de l'entrepreneuriat et autres, il y a cette jeunesse qui va avoir une mentalité transformée, va produire petit à petit, pousser vers l'extérieur une autre génération et on va avoir des générations plus ou moins assainies. Donc c'est un travail qui va s'étaler dans les temps. On commence, l'impulsion se donne aujourd'hui et dans les temps, ceux qui viendront plus tard vont trouver un travail déjà qui a commencé. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, que ce soit au niveau de l'État, de la fonction publique, partout, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Mais il faut avoir le courage de dénoncer cela. Il faut avoir le courage de dire que je veux changer cela. Il faut avoir le courage de dire qu'il faut que ça change. Parce que le discours aujourd'hui, c'est quoi? Yom Turobongisabo Kao. Oui, je peux Kobongisabo Kao. Et j'ai l'obligation de le faire. Nous devons tous le faire. Parce que nous sommes redevables vis-à-vis non seulement du peuple, la génération actuelle, mais les générations futures. On doit bâtir le véritable Congo de nos enfants. Nos enfants doivent hériter un Congo meilleur. Non pas un Congo où ils manqueront à manger, mais un Congo qui sera totalement aligné la richesse avec leur vie de tous les jours. On s'est dit riche, mais menant une vie de pauvre. Ce n'est pas normal. Et le chef de l'État a tout simplement l'ambition, a tout simplement la vision de réconcilier l'identité du Congo, la grandeur du Congo, la richesse du Congo à son peuple. Et pour cela, il faut voir grand, il faut être révolutionnaire, il faut prendre le risque. Et le risque, il a pris. Et l'ensemble du peuple, la population, va pour que ce défi soit relevé. Je vous rappelle que j'ai reçu ce plateau M. Fillon Ndondoboni, qui est le président national du parti Orange. Mais dans ce programme ambitieux, il y avait également une promesse faite au chef de l'État, qui dans les 10 jours, il y aura une mesure de grâce présidentielle. Certains détenus politiques ou peut-être d'opinion avant la période des élections vont être libérés. Le compte à rebours expire déjà mardi prochain. Exact. Donc c'est un homme de parole. Il a promis. Il va le faire. C'est un homme de parole.
Il a conduit la délégation du rassemblement aux discussions de la SENCO. Quand on a parlé des décrispations politiques, il avait signé, l'engagement reste. Et voilà pourquoi il a rappelé cet engagement. Certaines personnes pensent, j'ai entendu les gens dire qu'il avait oublié ses amis ou les autres qui étaient dans le problème, avec qui ils étaient ensemble dans l'opposition. Mais non, il a rappelé. C'était une façon de dire, ne croyez pas que j'ai oublié. Je sais. Mais je dois faire les choses en respectant un minimum, peut-être de procédure, et que la chose qui va être présentée soit efficace pour toujours. Voilà, c'est ça le message. Dans les 10 jours, vous allez observer, vous allez vous rendre compte et constater qu'effectivement, cette ordonnance va être signée. M. Fillou, très optimiste, d'où vous vient cette assurance qui vous pousse à parler de ce que vous dites? Je connais l'homme, j'ai rencontré le président Félix. À l'époque, il était à la conférence de Genval. Avant, c'était dans le média, comme ça. Mais on s'est rencontrés à la conférence de Genval. On a échangé quelque peu, mais on a consolidé nos relations ici à Kinshasa dans les réunions de rassemblement. Et quand il est devenu président du rassemblement, à la mort du feu président Etienne Tshisekedi, nous avons eu le temps d'échanger, de discuter. J'ai l'idée sur la personne. Et il y a certaines confidentialités qu'il m'a dites à l'époque. Donc, j'ai une idée sur la personne et j'ai une pensée sur l'engagement de la personne pour le Congo. Il est enragé du bien-être du Congolais. Donc, c'est cette dimension-là, l'optimisme qui part d'abord de lui-même, pour l'intérêt du Congo, qui crée impulsion pour que je puisse croire. Parce que pour accompagner une personne dans la matérialisation de sa vision, il faut d'abord commencer par croire que cela est faisable et que tu sois aligné dans sa vision. Et puisque je pense qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de vivre un changement, ce n'est que normal. Ce n'est pas une assurance c'est le minimum de la victoire de l'opposition qui vous fait dire ça parce que vous étiez tous dans le même camp. Vous savez, à un certain moment dans la vie, l'unique chose qui puisse nous aider à apporter les changements, ce n'est pas ceux qui sont autour de nous. Par moments, ceux qui sont autour de nous ont un langage un peu négatif par rapport à la vision. On te ramène à la réalité pour dire ça ne marchera pas. Ça arrive. Mais il y a des moments dans la vie, l'unique chose qui peut nous aider à tenir face à une vision, à un rêve que nous avons, ce n'est que notre propre conviction. Et la Bible le dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, ici, c'est la dimension de la conviction, de la foi. Ramener l'impossible et rendre cela possible. Si au fond de toi, tu n'as pas déjà cette conviction que tu peux faire, tu peux t'engager pour transformer, tu ne le feras pas. Et c'est cette dimension-là qui est importante et qui me pousse maintenant. Et cette dimension, j'ai lu cela en lui. Il a foi en l'avenir du Congo, il a foi au Congo, il a foi que pendant les 5 ans, il a même dit, dans les 5 ans, il y a possibilité de faire 5000 km de route dans les 5 ans. Donc, c'est pour dire que l'ensemble de la population que nous sommes, l'ensemble de la population, si nous nous engageons dans la même conviction et que lui, en tant que coach principal, il donne des tâches aux uns et aux autres, nous allons relever ce défi. Et que 2023 va nous trouver dans une dimension, dans une situation où l'on dira, nous avons cru, nous avons vu, on peut s'engager pour poursuivre. Et là, ça sera la joie de tout un peuple. Et la gloire de notre Dieu. À vous entendre parler, c'est comme si vous avez participé à l'élaboration de ce projet d'urgence, ce programme d'urgence des 100 jours. Vous savez, participer à l'élaboration d'un projet est une chose, mais l'homme qui puisse réaliser en est une autre. On a toujours eu de beaux projets. Le projet tel qu'il se présente, il est simpliste. Programme des 100 jours, programme d'urgence. Il est hypersensible. Moi, j'ai été project manager à plusieurs reprises. J'ai géré des grands projets là où j'ai été dans le groupe Barty. J'ai géré des projets. J'étais que projet sur projet. Je connais la réalité du projet. Alors, vous connaissez la réalité des projets. Alors, dites-nous, quels sont les indicateurs SMART pour la faisabilité et la matérialisation de ce programme d'urgence de Félix Tshisekedi? Déjà, tel que le projet se présente, il est SMART. 1.
tout est spécifique. La spécificité est définie. Le premier S, spécifique, c'est-à-dire chaque élément est défini, les domaines sont identifiés, et dans chaque domaine, il y a chaque élément qui est spécifié. Ça, c'est la première chose. Est-ce que les éléments là spécifiés sont mesurables? Oui. Il a identifié, prenons les cas des routes. L'ensemble, je dois faire 80. Il est prévu, la réalité, c'est 80 km. Mais moi, dans les 100 jours, je veux faire 40 km. Vous comprenez? Ça a été mesuré. Est-ce que c'est atteignable? Oui. Il a démontré, je peux atteindre. Voilà où est-ce que je vais avoir le moyen. Voilà avec qui je veux travailler. Voilà toutes les ressources. Donc, je veux matérialiser. S'il avait dit un truc du genre, dans les 100 jours, nous allons envoyer peut-être fusée dans la planète, je ne sais pas, Mars. On va dire, non, Excellence, avec tout le respect, dans les 3 mois, on ne saura pas, parce que le temps de faire ça, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas atteignable. Vous comprenez? Est-ce que c'est étalé dans les temps? Oui. Il a donné les temps. Il a donné les délais, il a donné les temps, il a donné les coûts, il a donné toutes ces informations. Est-ce qu'il y a le paramètre, les indicateurs d'évaluation et les indicateurs de performance? Oui, il y en a. Il a donné le pourcentage qu'il devrait atteindre dans telle période. Donc, c'est pour dire que le projet déjà tel qu'il se présente remplit toutes les normes d'un projet moderne qui soit smart, intelligent. Donc, ce qui fait que, au-delà même de ça, il y a un coût présenté sur les contrôles et les suivis. Contrôle, suivi, évaluation. Parce que la plupart des problèmes que nous avons dans ces pays, c'est au niveau du contrôle. Le président premier me revient après 100 jours pour évaluer. Les projets du contrôle. Oui, du contrôle. Dans le budget, il y a, pour chaque projet, il y a les contrôles. C'est pour dire, comme actuellement, il y a l'ordre des architectes qui existe, il y a l'ordre des ingénieurs, ils vont avoir du travail. Donc, il leur reviendra justement de consommer cette partie budgétaire pour qu'il y ait effectivement contrôle. Les entreprises ou les entreprises de l'État, entre guillemets, régies des eaux comme OVD, qui vont exécuter, vont être contrôlées pour que les choses se fassent conformément au cahier de charge. Nous allons chuter tout à l'heure avec vous. Déjà, on me signale que dans moins de 10 minutes, ce sera la fin. Ça va trop vite, Monsieur Fiyundodo Boni. On revient aussi sur cette question, parce qu'on est en train de chuter en douceur avec vous. Dites-nous un peu, ce programme ambitieux d'urgence, 100 jours, il le fait avec quel gouvernement? Sans gouvernement? Évidemment, il y a un problème de gouvernement. Il y a un problème. Vous savez déjà qu'il y a cette question de la réalité de informateur, formateur, tout ça. On va en parler aussi. Hein, tout à l'heure. Il faut absolument qu'il y ait un gouvernement. Les personnes qui sont là n'aspirent pas confiance à la population. Jusque-là, vous savez, ils n'aspirent pas confiance à la population. Je ne mâche pas le mot. Mais bon, il faut faire avec. Vous savez, quand on est un bon entraîneur, un joueur qui a mal joué hier, si tu lui fais un beau coaching, il faut apporter un résultat partiel dont tu as besoin. Donc, le chef de l'État... Le joueur aussi peut croire que déjà on n'a pas confiance en moi. Et il se projette tout le temps par terre, vous perdez le match. Il se projette chaque fois par terre, vous perdez le match. Les joueurs qui sont là sont conscients qu'ils n'ont peut-être que 10 minutes du match sur le 90. Donc, les 90 autres minutes, ils doivent faire un effort pour se dire qu'au lieu de 10, qu'on le prolonge même à 20 minutes du match. Donc, si ils commettent l'erreur de ne pas bien faire, même les 10 minutes du match, ils ne le feront pas. Ils peuvent être virés avant la fin, ils peuvent être remplacés avant la fin du match. Donc, au stade actuel, il est vrai, il y a un sérieux problème d'ordre. Le chef de l'État est en train d'identifier les profils appropriés de personnes qui vont l'accompagner justement dans les 5 ans de ces programmes ambitieux qu'il a pour le Congo. Mais du moins, ceux qui sont là devraient considérer cette situation comme une opportunité de se racheter vis-à-vis de la population. Parce que la population a une image négative sur l'équipe actuelle. Donc c'est une opportunité pour elle, l'équipe qui est actuellement là, de se racheter pour l'intérêt de la population. Donc, à mon humble avis, je pense à ce que son coaching va, et sa rigueur, et qu'il a déjà présenté, parce qu'il a donné les instructions fermes. Chacun est censé exécuter conformément à ce qu'il a dit. Et si vous ne le faites pas, vous avez affaire à un chef de l'État rigoureux.
Alors, à votre avis, est-ce qu'il est toujours opportun aujourd'hui de nommer un informateur pour identifier la majorité qui saute déjà aux yeux? On sait que la majorité parlementaire appartient au FCC. Il n'y a aucune majorité aujourd'hui au Parlement. Personne ne peut aussi savoir pour dire qu'elle a la majorité. Le FCC, le FCC, qu'on se le dise clairement, le FCC, il n'y a aucune structure qui est allée en campagne avec l'identité de FCC. On connaît, il y a plusieurs organisations qui sont membres du FCC qui sont allées en campagne. Juste pour le vote de seuil. Qui se sont regroupés, c'est-à-dire des plateformes membres de FCC sont allés en campagne, c'est eux qui sont inscrits dans la liste de la CENI. Mais le FCC, vous voyez la liste de la CENI, il n'y a pas un nom FCC dans la liste de la CENI. Donc c'est pour dire quoi? Si aujourd'hui le FCC a comme membre AAAA, a comme membre BBBB, CCCC, DDDD, DAAA a fait 30 députés, BBBB a fait 40 députés, CCCC a fait autant, la sommation, c'est vrai, ça peut donner une majorité, mais cette majorité-là n'est pas... c'est la majorité informelle de FCC en dehors des institutions. Vous comprenez? Oui. Donc, ici, nous affirmons très haut qu'il n'y a aucune majorité. Il n'y a aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Alors, pour cela, cette majorité dont le FCC fait allusion, c'est une majorité informelle en dehors de l'Assemblée nationale parce qu'ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, le chef de l'État ne va pas tabler sur de réalités informelles des gens qui parlent en dehors de l'Assemblée nationale. Donc il faudra qu'ils reçoivent un rapport officiel pour identifier les différentes forces qui sont à l'Assemblée nationale. Et c'est sans ces forces-là, à l'issue de ces rapports, qu'il va se prononcer pour dire que voilà, tel groupe, tel autre groupe se sont mis ensemble et constituent une force. Tel d'autre se sont mis ensemble. Voilà l'équilibre qu'on présente comme ça, comme ça. C'est cet informateur qui donnera le rapport au chef de l'État et que ce rapport permettra au chef de l'État de décider. Imaginons que le chef de l'État lève l'option aujourd'hui de nommer un premier ministre venant de FCC. C'est prévisible aussi. Hein. Et que on se rend compte après que le FCC n'était pas majoritaire. Alors, qu'est-ce qui se présente? Comment les choses vont se présenter? Répondez vous-même. Non, c'est pourquoi il est important qu'il y ait un informateur. Parce que le chef de l'État doit tabler sur un rapport officiel, un rapport crédible, un rapport sûr, pour éviter qu'il soit dans l'émotionnel et dans les sentiments. 2 minutes, mais ce n'est pas de la fin de cette émission, mais bien avant cela, aujourd'hui, on le sait, ça saute aux yeux, que la majorité appartient au FCC. Déjà, il y a aussi une lettre qui a fait le buzz sur la toile. On parle de Joseph Kabila qui avait été déjà proposé comme candidat FCC pour la primature. Quelle est votre réaction, Achou? Ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut pas marcher. Ne fût-ce que par... les gens, quand même, doivent avoir un minimum de 18 ans de gestion. Mais étant donné que la primature était un quota du FCC. 18 ans de gestion, aussitôt revenu. Il faut avoir les temps de recul, se dire c'est à quel niveau je n'ai pas bien fait pour que je m'amende, pour que dans 5 ou 10 ans, si j'ai les ambitions de revenir, je puisse revenir. Je pense que ce n'est pas décent, ce n'est pas correct. La place de chef de l'État sortant, c'est au Sénat. L'idéal, c'est au Sénat. Avec sa sagesse, l'expérience qu'il a vécue, il peut partager avec tout le monde au Sénat. Ce n'est pas... Le chef de l'État actuel n'a pas besoin d'un leadership, d'exercer un leadership conflictuel ou un leadership d'opposition, un leadership, je ne sais pas, qui dérangerait la matérialisation de ses ambitions parce qu'il est en train de sortir justement d'une zone de confort pour bâtir une nouveauté dans le pays. Monsieur Fillou, nous allons terminer avec vous avant de vous poser une question comme d'habitude et de répondre vous-même. S'il vous est demandé aujourd'hui de donner un conseil au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le programme d'urgence des 100 jours, quel conseil vous lui donnerez? Regardez votre caméra. Le conseil qu'il soit lui, qu'il se souvienne de tout ce qu'il a toujours pensé pour son peuple, qu'il soit lui. Tant qu'il sera lui, ce qui est au plus profond de son cœur, il le fera, il le fera. Qu'il demeure lui, et il fera ce que le peuple attend de lui. Et vous vous posez une question, vous répondez vous-même, mais ce n'est pas là que nous avons toujours terminé cette émission avec vous.
Si je crois à la matérialisation de cette vision ambitieuse, oui, je crois. Puisque c'est pour l'intérêt de notre peuple, nous allons tous nous engager pour rebâtir un nouveau Congo. Je crois effectivement ça, avec conviction de cœur. Nous vous disons merci d'avoir été notre invité. C'était un grand plaisir pour moi. Fiyou Ndodoboni, c'est le président national du Parti Orange. Il a initié plusieurs fois des démarches pour la candidature commune de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition au pouvoir, c'est la victoire de Fiyou Ndodoboni, on peut le dire aussi. Nous bénissons les Seigneurs pour cela. J'ajoute un petit élément, un élément qui me fait rassurer du succès. Vous savez, quand les rassemblements a eu des problèmes, la division, j'ai tenté un échange avec le président Félix. Il s'était engagé à ce que les rassemblements rentrent ensemble. Et je me souviens, j'avais organisé une rencontre à mon bureau entre le président Olenga et le président Félix. Et je me souviens très bien, ces deux représentants étaient déjà arrivés à mon bureau. Le président Félix lui-même est arrivé aussi à mon bureau, bas de mon bureau, il était déjà là pour monter. Malheureusement, l'autre personne qui devait venir n'est pas venue, ce qui fait que la rencontre n'a pas eu lieu. Vous voyez cette volonté de produire le bien pour l'intérêt de la communauté, c'est tellement fort qu'il nous est tous appelés de nous engager pour soutenir et accompagner ces programmes. Et le succès sera évident pour l'intérêt de nous. Merci, M. Fiyou Ndodoboni. Et c'est la fin de cette émission que vous retrouverez en rediffusion déjà demain à 11h. Merci de rester fidèle à Kilomètre 4. Et à vous, je vous dis merci. Un grand merci.